sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Mathias Coureur avec nous ce soir, qui comme son nom l'indique n'est pas un tout droit et qui joue au Kazakhstan. Donc tu connais la notion de tout droit? C'est le mec, c'est Bernard Mendy quoi. Non, j'aurais pas dit qu'il c'était un tout droit. On l'avait vu dans les tout droits. Bernard le premier exemple des tout droits qui avait déterminé le truc, c'est le numéro 0 des tout droits, c'était Pancrate. Oui. J'allais te le dire. T'imagines que j'ai joué avec les deux à Paris. Donc tu sais, si on ouvrait les portes du parc, tu te retrouves sur le périph', les deux, ils vont jusqu'à Porte de la Chapelle, je peux le dire. C'est rapide Pancrate quand même. Ah oui, rapide. Ouais. Dès qu'il voyait la ligne de sortie de but, il se dit merde, là, il faut que je centre. Il faut centrer. N'importe quoi. Bon, accueillez comme il se doit Corentin qui est avec nous. Lyon Touré est un sacré tout droit. Touré, bah oui. Corentin, bonsoir. Et donc bonsoir à tous, bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Daniel, il y a longtemps qu'on t'avait pas eu. à tous. Oh là, il est chaud. Corentin, toi qui sais tout du foot, qui a tout suivi, je disais, combien de mi-temps t'as raté depuis le début du championnat là? En Ligue 1, j'ai loupé 3 premières mi-temps, je sais, ça peut être particulier. Et en Ligue 2, j'ai dû louper 3 matchs, à peu près, je crois. Ah oui. Pour être précis, si je peux me permettre d'être précis, les premières mi-temps que j'ai loupées, c'est Lille-Bordeaux. L'expulsion, la mi-temps, il y a l'expulsion de Thiago Maia. Ouais. Le deuxième, c'est Strasbourg-Nantes. Où il y avait le but. Ouais, j'ai loupé la première mi-temps de Strasbourg-Nantes avec le but de Dubois, j'ai loupé, oui, je te dis la vérité. Et le troisième, c'est Lyon-Guingamp. À cause de bon. Lyon-Guingamp, mais des fois, t'as autre chose à faire quand même. Ouais, c'est justement pour ça. Donc, on fait comme ça. Ah bah ouais. Bon. Écoute, on t'en veut pas. Est-ce que tu sais tout de Mathias Coureur ou tu le découvres? Non, honnêtement, je le découvre. Je savais pas. Ah, bon, très bien. C'est quoi le plus beau match de Ligue 1 que t'as vu là? Si j'essaye de bien me souvenir, le plus beau match. J'ai aimé dans l'intensité, dans ce qu'il a dégagé, j'ai aimé le Marseille-Rennes. Ça m'a plu la manière dont, et encore une fois de plus, je suis tombé sur dans le panneau concernant le Stade Rennais, parce que là je pensais vraiment qu'ils étaient lancés. Ah bah comme tout le monde, à chaque fois on se fait tout savoir avec Rennes. On croit toujours qu'ils sont lancés. Sinon, c'est le premier qui me vient à l'idée, mais sinon j'ai bien aimé le Lyon-Bordeaux aussi. Parce que le Lyon-Bordeaux, bizarrement, je suis pas très bon en pronostic. Mais à 3-1, je pense, j'avais dans l'idée que Bordeaux pouvait revenir, c'est pour ça que je me disais toujours jusqu'au bout. Et je pensais un peu, j'avais dit justement à quelqu'un qui était à côté de moi, je dis, il connaît pas trop le foot, et je lui dis, Malcolm le 7, regarde-le, je te dis, lui c'est un joueur de foot. Malcolm il met sa frappe à l'entrée de la surface qui égalise. Donc c'est pour ça que ce match-là, je m'en rappelle bien aussi, le fameux Lyon-Bordeaux. Tu pues le foot, 40 ans. J'ai pas dit ça, j'ai pas la prétention. Non, mais moi je te le dis, attends, venant de moi, c'est une fierté pour toi. Simple passionné, ça m'ira. Voilà. Bon, dis-moi, Corentin, t'es d'accord avec Jérôme sur Gourvenec? Sur certains points, je peux le rejoindre, mais pas sur tout. Il est vrai que l'élimination de Vidéoton, c'est une tache noire, c'est forcément à retenir. Et même si Bordeaux fait une bonne fin de saison, une bonne suite de saison du moins, c'est vrai que le scénario, parce que ce qui est Vidéoton, le problème, c'est pas trop la défaite du retour. C'est s'en sortir avec la Ligue, avec 2-1, avec toutes les occasions que tu as eues, avec le but que tu as pris. C'est ça le regret. Les regrets, ils sont à 2-1. Le match aller doit se finir à plus que 2-1. Ça doit être plié. Et tu t'exposes pas à prendre un but à la 44e minute du match retour. Donc ça, c'est vraiment une tache noire. Là où je ne rejoins pas Jérôme, dans les petits matchs, les 3 victoires notamment contre Troyes, contre Metz et contre Guingamp, maîtrise bordelaise.
Bordelais, de A à Z, ils ont maîtrisé leur encore sujet. heureusement. Non, encore heureux. Non, si. il y a 2 ans, l'année où Sagnol il se fait dégager, ils perdent tous les matchs contre les petits. Ils battent 2 fois Monaco, ils prennent 2 points face à Paris, mais ils perdent contre tous les petits. Ouais. Justement, ça a corrigé ces dernières années. Non, mais c'est pas parce que tu perds, Corentin, que tu fais un mauvais match. Hein. Des fois, tu peux perdre parce que tu prends des contres dans les dents et que tu n'arrives pas à revenir parce que tu as une pression externe au match, extérieur. Justement, depuis janvier 2017, les Girondins, sur ça, ils se sont corrigés. Même la première partie de Gourvenec l'année dernière, où ils perdent à Montpellier notamment, ils perdent Angers à domicile. Ça, c'est des matchs qui ont perdu. Ça remonte déjà peut-être il y a un an, mais depuis janvier 2017, contre les petits, ils gagnent de A à Z. Contre Guingamp, ils concèdent le péno. Ok, le péno est raté. Ils ouvrent le score après. Mais après, ils sont égalisés. Tu peux vite perdre des points dans des matchs comme ça, surtout contre Non, mais contre Guingamp, ils sont bons. Il n'y a pas de problème. Contre 3, de A à Z, ils maîtrisent. Contre Metz, de A à Z, ils maîtrisent. Les 2 matchs nuls qu'ils font contre Angers et Lille. La deuxième mi-temps contre Lille, parce que je vais être légitime, je vais me dire que j'ai raté la première mi-temps, donc je vais parler de la deuxième mi-temps. Sans carré, il rate une occasion énorme. Il manque d'efficacité, mais ils sont largement au-dessus. Ouais, mais il jouait contre des peintres, hein, vraiment. Oui, bon, oui, d'accord, peut-être, mais bon, contre Angers, ils font 2-2. C'était la première journée. Ils doivent le gagner 1000 fois. Ils ratent leur entame de match, ils prennent un but. Après, ils ont le mérite de revenir, de passer devant un 2-1. Ils prennent une occasion en deuxième mi-temps, ils prennent le but. Mais ils peuvent le plier à 3-1 avant. Ça, déjà, s'ils commencent à continuer à gagner contre les petits. Contre Toulouse, ils ont maîtrisé de A à Z, victoire méritée. Contre Toulouse. Contre Toulouse, mais bien sûr qu'ils sont au-dessus. Mais la première mi-temps, ils ont maîtrisé quoi? Ils n'ont rien maîtrisé. De Préville rate une occasion immanquable. Mais Costil, il fait des miracles sur la première mi-temps. Vous rigolez ou quoi? Sur la deuxième, je veux bien. Mais sur la première mi-temps, non. Sur la globalité du match. Mais moi, Corentin, ce que t'as pas compris, c'est moi, je mets pas en doute aujourd'hui la qualité de Bordeaux. Bien sûr que Gourvenec, depuis qu'il est arrivé à Bordeaux, il a stabilisé des choses, il fait progresser des joueurs, il y a une équipe qui se dégage. Et ça, je dis chapeau, parce qu'il fallait le faire, c'était pas facile. Moi, je te dis juste, c'est son attitude. Et je pense que son attitude, aujourd'hui, comme c'est parti, elle peut être néfaste pour son équipe, c'est tout. Moi, c'est un point d'interrogation. Je dis pas que j'ai raison. Je pense qu'au contraire, Daniel, je suis pas en train de te dire que j'ai raison. Tu poses la question, j'ai bien compris. Je pose la question, je me dis qu'il y a des choses qu'il faisait pas avant et qui se permet de faire aujourd'hui. Alors, moi, je suis assez optimiste pour Bordeaux. Ouais, mais moi je le souhaite. En tout cas, c'est une. On verra. Bordeaux se doit d'être en tout là-haut dans le championnat. On a besoin d'avoir une équipe comme Bordeaux forte dans le championnat. Lyon se doit, Marseille se doit, Monaco se doit, Saint-Etienne, on aimerait les voir mieux. Il y a une histoire. Et Bordeaux, et tout le monde fait partie du deuxième chapeau. D'abord, les places sont réservées par Paris, Monaco et Lyon, Marseille normalement. Bordeaux, ça vient après. Si déjà ils sont mieux que 5e, c'est déjà bien pour Bordeaux. Gourvenec, t'en penses quoi, toi? Moi, franchement, je ne peux pas avoir un vrai avis tranché parce qu'en Ligue 1, je regarde beaucoup le PSG. Mais après, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et tout ça, c'est vrai qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs français à l'heure actuelle. Après, tout ce qui est question d'humilité ou de je sais pas quoi, je peux pas vraiment en parler. Je peux pas avoir un avis tranché parce que je suis pas vraiment. Corentin, dis-moi, il y a une question qui revient sur Twitter, mais comment il fait, Corentin? T'enregistres tous les matchs et tu les regardes pendant la nuit? C'est quoi comment tu t'organises? Non, mais Daniel, il a expliqué l'autre fois, il sera à la suite, les matchs, je comprends pas. T'en as à 15h, t'en as à 17h, t'en as à 21h, t'as celui du vendredi soir, t'as celui du samedi après-midi. Non, le seul bémol, ok, je regarde le multi, le samedi soir, je regarde le multi, je peux pas regarder les 5 en même temps. Mais vous m'avez compris, comme quand vous regardez une soirée de Ligue des Champions, il y a plusieurs matchs, vous avez essayé d'avoir un œil sur le maximum. Ok, pour ceux du samedi soir, j'essaie d'avoir un œil sur le maximum, mais sinon les restes, les matchs, ils sont un par un, Ouais, c'est vrai, à chaque fois, on me pose la question, mais je la trouve curieuse, la question, pardonnez-moi, mais... Non, mais on fait pas, Corentin. Et ta femme là-dedans, elle est où? Il est jeune, Corentin, encore. Quel âge t'as, Corentin? T'as quel âge? J'ai 21. 21, qu'est-ce qu'il a pas de femme? Il va pas s'embarrasser avec une femme il si est pas jeune. Footballeur, il se marie pas à 18 ans. On parle de foot, il y a À Caen, Corentin? Non, je suis supporter de Caen parce que je suis normand d'origine, mais je suis du Mans. Ah ouais. Parce qu'à Caen, moi, à 20 ans, à Caen, j'avais fait le tour de la ville, je te le dis. Corentin, merci, à la prochaine. Mais quoi, il s'en va? Il doit nous parler Philippe de Auclair qui nous attend. Mais moi, je veux qu'il me dise de Caen. Eh ben, tu reviens dans la semaine parler de Caen, d'accord?
Ok, bah ça marche les gars. Ah bah non, il faut que tu absolument parler de Attends, demain. Moi je pensais que c'était ce soir parce que Garand il était à 2 doigts de la porte. Il y a 2 ans il fait une belle saison. L'année dernière ça va pas. Cette année Daniel ça il se fait un trip Caen depuis quelques jours. Je sais pas ce qui se passe. non mais quand mais attends l'histoire est un peu particulière. Bon, on en reparle dans la semaine. Il y a 2 ans. Il y a un joueur de Caen qui a signé dans mon club en plus là. Ah ouais, qui ça? Ouais, Saïdi Ndematunsiga. Ah ouais, c'est pas le meilleur celui-là. Je veux connaître Corentin. Corentin, t'es encore là? Allez, attends, Corentin. Ah bah, je sais pas si. Hop, il est disparu. Ah mais il est parti. Corentin. On va le rappeler pour savoir s'il le connaît. Rappelez-moi Corentin, s'il vous plaît. Philippe Auclair, lui, est bel et bien là. Il n'a pas vu tous les matchs de Ligue 1 depuis le début de l'année, Philippe. On va pas se mentir. Non, mais j'en ai vu quelques-uns malgré tout. Très bien. Mais oui, tu as vu 3 mi-temps. Corentin en a raté 3. Toi, t'as vu 3 mi-temps. Il a pas tout vu. Alors, t'imagines. Comment était ton dîner hier alors avec les vedettes? C'était très sympathique. Vous avez bien mangé, tout ça? C'était classe, correct, élégant, subtil? C'était élégant, c'était pas la bouffe était correcte. Sans plus quoi. Ah non, c'était bien, mais c'était surtout les gens qui étaient là qui étaient formidables. Philippe, je t'arrête parce que Corentin est de retour. Comment il s'appelle le gars qui. Saïdi Ndematunsiga. Oui, je connais Mathias. Il était là l'année il y a 2 ans. Ah, c'était il y a 2 ans. Il a juste fait quelques mois et j'étais là à son premier match en plus quand il était rentré en jeu, c'était face à Nantes, alors ça doit être octobre 2015 il me semble, cette fois où il rentre. Mais je me rappelle, mais il n'a pas fait trop long flacon parce qu'il n'a pas beaucoup joué, il s'est pas trop imposé à Malherbe, mais c'est un petit joueur assez petit gabarit, assez rapide, assez vif, qui est capable d'animer le côté mais qui manque encore un peu de consistance. C'est mon avis à moi mais je ne l'ai pas beaucoup vu donc. Bravo Corentin. Non mais là il nous a fait du Patrice Garand. C'est bon Jérôme, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Arrête. Ouais, franchement, arrête, Corentin. On a l'impression d'entendre Patrice Garand. Il est bluffant. Il nous a tués. Et il joue avec toi au Kazakhstan? Ouais. Il joue dans ton équipe, ce gars? Et alors, ça se passe bien? Bon, il a pas beaucoup joué parce qu'il s'est blessé. Ouais. Ah merde. Mais à peu près, ce qu'il a dit, c'est. Ouais, c'est à peu près ça. Ah bah voilà, c'est bien. C'est bon, Corentin. Bravo, Corentin, on me rappellera demain parce que je cherche un adjoint. N'empêche. Non, mais un adjoint pour la vidéo. Et vu qu'il. Tu veux bien être l'adjoint de Jérôme, Corentin? Ça dépend des moments. Ce soir, ça va. Il y a d'autres soirs, je dirais peut-être non, mais ce soir, ça va. Écoute, quand tu vas voir le salaire que je vais te proposer, tu vas me dire oui tout de suite. Il y a des jours où tu les nerves. Oui, bon. Ouais, il y a des soirs où je suis mitigé, mais allez, ce soir, ça sera un beau salaire avec ce qu'il faut à côté. Oh là. Bon bref, allez, on s'égare. Salut Corentin. On te rappelle pour parler de Caen, comme promis. Bon Philippe, revenons en Angleterre. Hier soir, tu as parlé de City dans l'after, mais il y a plein d'autres choses bien sûr. Oui, absolument. Et on a notamment, peut-être dans 2 jours, on espère la qualification pour le Mondial de 2018. Alors, tu as un avis ce soir? On me demande d'avoir des avis, tu sais, c'est pas trop mon style, mais je veux bien en avoir. Oui, mais l'after est une émission d'avis. Tu sais très bien qu'ici, on a des avis. J'ai des avis, mes avis sont généralement peu tranchés. Mais c'est parce qu'en Angleterre, vous manquez de bonne charcuterie. Donc tu n'es pas habitué à trancher fin. Alors, c'est pas le pays de la charcuterie. Par contre, je peux te dire, on tranche le saumon fumé très 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 fin et il est formidable. C'est vrai. Excuse-moi, c'est vrai, il n'y a pas que la charcuterie qu'on peut trancher fin. Pardonne-moi. Absolument. Et non, mais je rigole, mais en fait, c'est un petit peu dans la série justement de ces joueurs qui en première ligue sont en train de devenir les stars, les attractions, et qui sont toutes des anti-stars. Et ce soir, c'est Harry Kane. Et c'est d'actualité parce que on espère qu'il sera, il sera l'un des joueurs qui joueront contre la Slovénie jeudi soir. Et maintenant, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire pendant ce mois de septembre. Enfin bon, c'est pas nouveau, ça fait 3 ans que ça dure. Mais là, en ce mois de septembre, tout simplement, il a été extraordinaire. Et encore une fois, je dis pas c'est le meilleur attaquant d'Europe, ça serait ridicule de dire une chose pareille. Mais par contre, quand je regarde son type de jeu, je me demande s'il n'est pas le plus complet. Certainement de son âge. N'oublions pas qu'il a 24 ans, il est né en juillet. Oui, il a 24 ans et demi maintenant. Il peut tout faire. Tirer du gauche, tirer du droit, marquer du gauche, marquer du droit, marquer de la tête. Il sait défendre. Sa qualité de passe est excellente, c'est un bon dribbleur, il est beaucoup plus rapide qu'il l'était il y a encore 3-4 ans, je ne sais pas comment il a fait, mais il est parvenu à travailler sur cet aspect qui était un petit peu négatif de son jeu. On peut progresser en rapidité, Jérôme? Franchement, très peu. Lui là, Jérôme, alors je ne sais pas si c'est dans... c'est vrai que Jérôme, pour parler rapidité, c'est vrai que c'était mieux placé quand même. C'est quand tu travailles. Et franchement, quand tu travailles, déjà Daniel, tu as raison, mais en plus, ça c'est
c'est n'importe quoi, parce que tu sais, sur les fameux tests de vitesse, tu sais, des débuts de saison, à chaque fois, on en faisait, tu vois, les conneries des tests de vitesse avec les cellules. Tu sais combien, ou dans quelle partie du groupe j'étais? Tu le sais même pas, ça. Tu devais tricher. Donc voilà, mais non. Ben non, donc j'étais dans le premier tiers plutôt que peut-être dans les deux autres tiers. Ben ouais. Le fais pas chier toi aussi. Donc détrompe-toi. Donc j'étais un faux lent. C'est ça, il était plus rapide que Guillaume Marron. Et l'avantage que j'avais, je vais te dire, pour on finit de parler de moi après. Il a à peu près la vitesse d'Abdenour. C'est que avec le ballon, j'allais aussi vite que sans le ballon. Ou à l'époque de Monaco. Ça c'est la différence, c'est que tu allais aussi vite avec le ballon. Exactement. Et là, ça change tout. Et je sais pas si c'est à ça que c'est dû, mais c'est vrai. Non, mais il a travaillé sur ses appuis, c'est également une question de travailler sur ta musculature d'une façon différente. Sinon, si tu étais sprinter, tu n'améliorerais jamais tes temps sur 100 mètres ou 200 mètres. Tu pratiques tu apprends à maîtriser surtout tes courses et tes sprints, à les lancer au bon moment. Et tout simplement, c'est un joueur qui a tout pour lui. Et je me demande aujourd'hui si vous pouvez penser à des attaquants, à des vrais numéros 9, j'entends, je parle pas des extraterrestres que vous connaissez, je parle des véritables numéros 9, une race qui au passage est un petit peu en voie de disparition, qui soit aussi complet que lui dans tous les éléments du jeu. Tu veux dire que l'année dernière on l'avait mis chapeau 2 et que là il a gagné sa place chapeau 1? Il est en train de la tutoyer, mais pour ça il va falloir que Tottenham fasse une grande saison, une belle saison en Ligue des Champions. Lui, il a toujours, maintenant tu as vu les stats, on parle même pas de stats, là c'est un joueur qui est à plus de 30 buts par saison. Ça fait 3 ans. Là maintenant c'est vrai qu'il tourne un peu comme les grands. Il tourne comme les grands et surtout c'est la façon dont il les marque et c'est la diversité des buts. Ça va être, et c'est rarement des buts de raccro, c'est pas des buts à la Pippo Inzaghi marqués du genou ou des fesses. C'est des buts qui sont encore une fois pied gauche, pied droit, de l'extérieur de la surface, de l'intérieur de la surface, généralement cadré petit filet. Ce qui est un signe qui ne trompe pas pour les buteurs. Et si tu ajoutes en plus à cela sa qualité de dribble, ses relances. Je regardais le match qu'ils ont joué contre Huddersfield, qui n'est pas la plus grande équipe du monde, on est bien d'accord. Mais c'est un garçon qui cherche tout le temps, quand il fait une passe, il cherche la verticalité, il cherche toujours à faire avancer le jeu. Et il a réussi 92% de ses passes contre Huddersfield. C'est tout simplement pour un numéro 9, c'est complètement hallucinant. Qu'est-ce qu'il donne dans les gros matchs? Toi, tu le vois souvent, Jérôme aussi. Donc, écoute, il a été. Après, il a tous les grosses équipes, les grosses défenses. Dortmund, il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais. Non, mais il avait été très bon. Je me souviens en début de saison, j'avais fait le match quand ils ont joué Chelsea, où Tottenham n'était pas dans sa meilleure forme. Mais c'est un match où ils avaient Chelsea recroquevillé derrière et qu'ils les ont plantés en contre. Mais mine de rien, il avait été bon. Alors, il a été malheureux parce qu'il avait touché 2 fois le poteau, il me semble, ce jour-là. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal dans ce match. Et c'est la malédiction qu'il a au mois d'août de jamais marquer. Et en fait, dès qu'on est arrivé au mois de septembre, c'est 13 buts au mois de septembre. Et c'est un. non, mais là, je te rejoins, Philippe. C'est vrai que pour parler de numéro 9, un vrai buteur, aujourd'hui, il est vraiment complet. Et c'est difficile de le comparer aux autres parce que un vrai numéro. C'est pour ça, Daniel, que toi, quand tu dis chapeau numéro 2 plutôt que chapeau numéro 1, mais ça dépend avec qui. Dans quel chapeau? Tu mets qui, toi, comme attaquant dans le chapeau 1? Je sais plus, on avait fait c'était genre Agüero. Franchement, sur 2017, entre Luis Suarez et Harry Kane, je prends Harry Kane. On n'avait pas fait un chapeau de 9. Je sais pas si. On avait mis Messi, Ronaldo. Mais la définition, moi, je ne l'aimais pas comme numéro 9. Après, ça dépend de la définition du numéro 9. Dans notre chapeau, on avait mis attaquant, des mecs qui mettent les buts. C'est plus ça. Donc, si on fait que des 9, on met Agüero, Suarez, Lewandowski et Benzema, Dybala, c'est pas un Higuaín. Non, mais Higuaín, tu mets Kane à la place d'Higuaín. Vous n'avez pas le droit de faire les chapeaux, là. T'en penses quoi, toi, Mathias, d'Harry Kane? Benzema dans ce rôle particulier qu'il a au Real, mais c'est un 9 aussi. Il faut qu'il redevienne titulaire. Oui, pas sûr. Harry Kane, pour moi, c'est typiquement le numéro 9. C'est un buteur. C'est un mec qui est là pour finir les actions. Et il a une qualité parce qu'il a un super pied droit. Donc, il peut aussi s'en sortir en frappant de loin. Mais
pour moi, c'est vraiment un mec qui finit les actions. C'est pas comme Benzema ou comme Messi ou qui participe vraiment au jeu. Oh, tu es dur. Même si et le but contre Huddersfield de 20 mètres, il le marque du gauche après avoir effacé 3 joueurs. Ouais. Il a aussi beaucoup de passes décisives à son crédit. En fait, tu regardes, si jamais il marque pied gauche, pied droit, c'est quasiment équivalent. Il est droitier au départ. Mais c'est vrai que là, il ça a tellement progressé. Ouais, c'est ça, parce que par rapport à l'année dernière encore, en début de saison, je disais qu'il lui manquait des choses, et pourtant il était déjà très bon l'année dernière. Mais là, tu sens qu'en plus, avec la confiance qu'il a en lui, parce qu'il marque beaucoup de buts, il participe au jeu et il peut jouer même presque comme un soutien de l'attaquant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il garde bien le ballon. Mais après, participer au jeu, je pense qu'il est encore loin de. Et en fait, il est obligé. Un Benzema, par exemple. Ouais, mais dans ce que veut mettre en place et ce que met en place Pochettino, c'est exactement ça. Il a ce profil de joueur où il est obligé de venir décrocher, participer, densifier ce milieu de terrain par moment, parce que Pochettino, c'est ce qu'il veut. Ouais. Il aime pas une équipe qui a trop de verticalité. Il aime les redoublements de passes. Il aime avoir cette possession de balle avec des milieux de terrain qui sont aussi très joueurs et qui sont des formidables passeurs. Quand tu as Eriksen dans ton équipe, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça aide, hein. Ah bah ouais. Et quand tu t'appelles Harry Kane, tu lui dis dans le jeu, je vais venir décrocher, participer, mais bon, quand je suis à 30 mètres du but adverse, je peux te dire que je reste devant le but, parce que Eriksen, lui, sur un coup de patte, il te la met où il faut. Hein. Cavani, vous me le mettez chapeau 1, non? Bien sûr. Oui, bien sûr. Sans moindre doute. Oui, d'accord. Évidemment. Philippe, passons au dossier suivant. Parce que, bon, ça c'est bien, Tottenham, tout ça. Est-ce que tu veux dire un mot de United ce soir? Alors, dis Manchester United, parce que sinon les supporters des autres United, ils vont te tuer. Oui, mais ici nous Man United. On va pas parler de Newcastle United, West Ham United, Leeds United. J'allais dire Leeds. C'est pas rien. T'oublies l'histoire. Je connais la carrière de Lévi Dacour par cœur. Oui, bref. Comment ça, bref? Non, mais tout à fait. Moi, j'ai plusieurs questions sur le championnat d'Angleterre. Vas-y, si tu permets, comme hier. Donc, Manchester United, on fait une question sur Manchester United? Oui, j'allais venir. Est-ce qu'on dit déjà en Angleterre que le petit trou qui est fait en haut par les deux Manchester correspond à ce qu'on attend depuis le début de la saison, à savoir que le duel des deux Manchester est annoncé? Oui, absolument, et je pense que tout le monde. C'est 5 points, pour être précis. Oui, mais sur Tottenham. Oui, mais c'est 5 points qui ont été acquis dans la logique, et tu te demandes comment. C'est pas que tu te demandes. Ils vont lâcher des points de temps à autre. D'abord quand ils vont commencer à jouer l'un contre l'autre, mais. Ils sont tellement au-dessus au niveau de la densité des effectifs. Il n'y a pas photo. Ils sont capables, parmi les candidats au titre, de pouvoir mener 2, 3, 4 même épreuves de front sans trop de problème. T'imagines qu'on va retrouver le duel Mourinho-Guardiola en Angleterre cette fois? C'est quand? Ça, c'est quand même dingue. C'est le 9 décembre, je crois, le fou, premier. La date n'a pas encore été confirmée, parce que nous attendons bien évidemment que nos amis de Sky nous disent si ça sera le samedi ou le dimanche. Ah non, c'est Jérôme Bretagne qui décide pour SFR Sport pour ces week-ends. Ouais. C'est lui. Écoute, Jérôme, c'est quoi généralement l'horaire? Le jour et l'heure du match vedette en Angleterre? C'est 13h30 le samedi ou le dimanche à 17h. Voilà, donc ça sera dimanche à 17h ce cas-là. Ça sera le 9 décembre. Et le deuxième match, qui sera, il y a de bonnes chances qu'il soit, à mon avis, qu'on en parle déjà comme étant le match du titre entre guillemets. Ça sera le 7 avril. Donc beaucoup plus proche, bien évidemment, de la fin de la saison. Donc, mais là, Jérôme n'est pas là, c'est le week-end de Pâques. On fera ça le 8 avril. Très bien. Non, le 9, c'est un samedi, le 10 décembre alors. C'est le week-end du 9. C'est ça, le week-end du 9, dimanche. Dimanche 10. Dimanche 10, parce qu'en plus, il y a Ligue des Champions dans la semaine qui précède. Les deux équipes sont engagées. C'est mieux que ce soit le dimanche. Qui l'Angleterre voit-elle aujourd'hui, là, donc début octobre? Qui l'Angleterre voit-elle au-dessus? City ou ces deux-là. Dans les deux, tant qu'ils ne se sont pas rencontrés, pour savoir. Les deux. City a fait très très grosse impression dans le match contre Chelsea, mais d'un autre côté, tu peux pas ignorer quand même le côté rouleau compresseur de Manchester United. Moi, je continue de penser que c'est Manchester United, parce que je vois une équipe qui est pas encore au top de son potentiel, qui peut encore progresser. Manchester City, je vois une équipe qui en ce moment fait un bonheur à regarder. D'un autre côté, je suis pas absolument
absolument certain qu'on voit un meilleur Manchester City dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Ouais, je suis certain qu'on verra un meilleur Manchester United. Ouais, et à l'inverse, où là je te rejoins Philippe, c'est qu'il y a de grandes chances que par moment, avec la fatigue des matchs, on voit un City moins performant. Et parce que offensivement, ils ont besoin de tous les joueurs offensifs. Ils ont des joueurs de talent. C'est une équipe qui est basée d'un foot vers l'avant, le style Guardiola. Tu as besoin d'avoir ces petits gabarits qui jouent les matchs de David Silva, de Kevin De Bruyne, et puis j'en passe. Agüero, je parle même pas parce qu'aujourd'hui il est pas dispo. Mais voilà, ces joueurs-là ont besoin d'être à 100% physique. Quand on enchaîne les matchs comme ça. Agüero, 2 mois ou 3 mois. Alors écoute, moi je parle d'expérience m'étant fracturé 2 côtes. C'est quand même un accident pour un club de foot. C'est relou de savoir que ton joueur. C'est relou, oui. J'espère qu'ils ont une bonne assurance parce que ou qu'il a une bonne assurance. Mais si jamais c'est des côtes vraiment fracturées, mais tout simplement tu peux pas respirer, c'est impossible. Enfin, Jérôme, j'espère que ça t'est jamais arrivé. Si, j'ai eu. Oh là là, j'ai eu déjà. Tu peux nous dire ce que c'est terrible. Oui. C'est terrible, ouais. Et puis, alors après, j'en ai eu qu'une, j'en ai pas eu 2, mais c'est vrai que c'est minimum. Quand t'en as une, c'est minimum 4 semaines déjà. Tu ne peux rien faire. C'est pas compliqué, tu ne peux rien faire. Moi, il me forçait à rigoler, c'est con. Putain, qu'est-ce que ça faisait mal, je te jure. Philippe, merci beaucoup. Et donc rendez-vous l'Angleterre, c'est rendez-vous jeudi en cas de victoire contre la Slovénie. Il manque 14 joueurs à Gareth Southgate, mais il aura tout de même une équipe sur le terrain à Wembley. En cas de victoire contre la Slovénie, l'Angleterre sera donc une autre nation qualifiée pour le mondial. Et c'est jeudi soir. C'est jeudi soir, oui, Angleterre-Slovénie. Exactement, à Wembley, suivi d'un match contre la Lituanie quelques jours plus tard. Ça me permet de signaler qu'on a prévu plein de choses cette semaine dans l'after. On va parler d'Amérique du Sud avec Jonathan. Les matchs cruciaux sont dans la nuit de jeudi à vendredi. Argentine-Pérou, ça va. On vous a prévu plein de surprises pour demain, jeudi et vendredi dans l'after. Pour cette semaine sans match. Merci Philippe. Merci dans quelques instants, After Story, le reste de l'actu du jour, le quiz. D'ailleurs, inscrivez-vous au quiz 32-16. Faites partie de l'équipe de Jérôme, de l'équipe de Daniel. Mathias sera avec Jérôme. Enfin quoi que tu pourras choisir ton équipe après tout. Il a choisi déjà. Il sait. Voilà, donc il est avec Jérôme. Donc 32-16. Inscrivez-vous au quiz. Il arrive dans quelques instants, bien sûr. À tout de suite sur RMC.